Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Byzance au carrefour de l'information et plus spécifiquement au cœur de l'Europe avec notre série de vidéos sur les élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. Alors aujourd'hui nous recevons Julien Poix, 30e candidat sur la liste de la France Insoumise. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors vous avez 33 ans, vous êtes originaire de Valenciennes, donc juste à côté de Lille, et vous êtes professeur d'histoire au collège. Votre engagement pour les luttes sociales, comme vous le décrivez sur votre blog, a débuté en 2006. Pouvez-vous nous expliquer votre engagement et comment en êtes-vous arrivé jusqu'à figurer sur la liste de la France Insoumise ? En effet, cet engagement a débuté en 2006, c'était le moment fort socialement de la lutte contre le CPE, le contrat de première embauche qui avait été proposé par le gouvernement Villepin sous la présidence de Chirac. Donc j'étais à l'université de Lille 3 à l'époque et ça a été le premier pas, le premier saut dans le militantisme. À l'époque c'était un mouvement donc étudiant, un mouvement qui s'est monté spontanément. Après vous avez aussi des syndicats qui l'ont rejoint, des syndicats de salariés. Mais c'était une expérimentation aussi d'une démocratie plus directe, puisque je me souviens, pendant ce mouvement du CPE, vous aviez chaque jour, dans chaque université de Lille, une AG qui se tenait. Une AG où finalement chacun avait rang et pouvait parler au même titre que ceux qui avaient des mandats d'organisation. Donc en fait, vous aviez une espèce d'agora permanente, si je puis dire, qui a été une première porte et qui a pu, dans ce mouvement intéressant, faire agglomérer des nouvelles idées, des nouvelles personnes. Donc c'était ma première porte d'entrée dans le militantisme. Après, vous savez, quand on est dans un mouvement comme ça spontané, on se pose la question de savoir où on est le plus utile. Alors pour ma part, j'ai longuement réfléchi. À l'époque, vous n'aviez pas beaucoup d'organisations qui pouvaient correspondre à ce que je pouvais porter comme idée. Donc j'ai rejoint les Jeunes Socialistes à ce moment-là. Puis après, le Parti Socialiste, où je suis resté 3 ans. C'était en quelle année ? Alors c'était en 2006, les Jeunes Socialistes, puis après, en 2007, le Parti Socialiste. J'avais fait la campagne du Semaine Royale, puisque justement, il y avait un peu cette thématique qu'on retrouvait aussi dans le mouvement du CPE, c'est-à-dire de libérer la parole, de trouver des nouveaux dispositifs pour que les citoyens puissent s'exprimer. Et c'était, après on peut critiquer beaucoup sur le fond, ce que Semaine Royale a pu faire ou ce que le Parti Socialiste a pu faire, puisque c'est pour ça que je l'ai quitté d'ailleurs. Mais sur la forme, sur la façon de créer des campagnes participatives avec des plateformes citoyennes, il y avait une prémonition à l'époque, un peu d'éléments que nous-mêmes au niveau de la France Insoumise, on a mis en action à une échelle plus large en 2017, notamment quand on a lancé la France Insoumise avec le site qui est une plateforme de mise en mouvement des citoyens. Donc voilà un petit peu, la première porte d'entrée dans mon implication a surtout été motivé par cette question, comment on remet le citoyen en mouvement, comment on libère la parole des citoyens et comment on fait du citoyen, qui est devenu bien souvent un spectateur, un citoyen agissant, un citoyen peut-être pas militant, mais un citoyen acteur. Alors l'enjeu, ce sont donc les élections européennes. Alors plus personnellement, est-ce que vous êtes attaché à l'Union européenne ou êtes-vous plutôt le partisan d'une Europe sans Union européenne ? Alors, on ne peut pas être contre l'Europe, parce que l'Europe c'est une réalité géographique. La France fait partie de l'Europe géographiquement. Il faut, là c'est un peu le prof d'histoire qui parle quand même, il faut remonter aux sources de l'Union européenne et je pense que ce bel idéal de fraternité, d'union des peuples que nous portons, nous toutes et tous, puisque nous nous revendiquons dans notre camp de l'internationalisme. L'internationalisme c'est la solidarité entre les peuples. Donc je ne suis pas pour recréer des frontières nationales avec des barbelés, des barrières, des miradors, comme d'aucuns veulent le faire sous d'autres horizons politiques. Mais il faut revenir à ce qu'était l'Union européenne à la base. C'est une union purement économique. La communauté du charbon et de l'acier, on mutualise au début des années 50 ces deux ressources pour relancer l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Mais nous disons avec très grande clarté, un programme économique ne fait pas l'union des peuples en Europe. C'est ça en fait le vice de forme originel, c'est qu'on n'a pas dépassé la simple union économique, la simple union de marchands d'acier, de marchands de charbon, et qui devient maintenant en fait, avec une déformation du temps, une Europe des multinationales, une Europe de l'argent. C'est ça que nous critiquons. Et vous souhaitez vous dépasser cette Europe purement économique C'est nécessaire, sinon l'Europe s'effondrera. On le voit bien avec le Brexit actuellement. Ce n'est pas la France insoumise qui a poussé le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne, parce que vous avez une crise de confiance des peuples dans ce que peut représenter l'Union européenne.
Alors nous disons qu'il faut repartir sur des bases saines, c'est pour ça que nous voulons très simplement pendant cette campagne résoudre 3 urgences qui sont les urgences qui se posent aussi au niveau de notre pays, c'est l'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique qui est un peu la clé de voûte qui va déverrouiller aussi les 2 autres urgences. Alors je ne sais pas si on va le détailler justement, mais... Justement, j'ai l'impression que vous souhaitez donc renverser le système donc assez traditionnel de l'Union européenne. Donc, vous n'êtes pas les premiers, le Front National nous l'avait promis en 2014 et il est donc la première force politique française au Parlement. Et pourtant, en 2019, peu de résultats. Vous parlez d'une Europe donc insoumise. Comment cela se traduirait-il ? Alors, premièrement, vous avez bien fait de parler du Front National parce qu'effectivement... Marine Le Pen ne propose plus de sortir des traités, par exemple. Elle veut aménager l'Europe telle qu'elle, donc elle veut changer l'Europe de l'intérieur actuelle, les traités actuels, comme tout le monde finalement. Alors nous avons une stratégie. Cette stratégie, c'est maintenant le peuple, mais nous ne sommes pas seuls puisque nous avons des partenaires. Nous avons en Espagne Podemos, nous avons en Portugal le Bloco de Esquerra, nous avons le parti de la gauche verte en Europe du Nord, nous avons d'autres alliés avec qui nous travaillons aussi, comme en Italie, Potere al Popolo, ou d'autres partis plus petits, notamment en Allemagne avec Aufstehen, etc. Donc nous avons des partenaires, nous créons une alliance pour être un commando de résistants le plus large possible au niveau du Parlement européen, mais nous ne promettons pas non plus la lune aux gens, puisque la grande rupture, notre grande stratégie, elle viendra des élections nationales, c'est-à-dire que c'est en 2022 que nous devons prendre le pouvoir en France pour pouvoir accomplir notre stratégie de remise en cause des cadres du traité, des traités actuels. C'est la fameuse stratégie du plan A et du plan B qui est celle que nous avions portée en 2017 pendant l'élection présidentielle. Le plan A, c'est en 2022 une renégociation à armes égales avec l'Allemagne et c'est principalement l'Allemagne qui pose problème. Donc sur une base d'harmonisation sociale, le SMIC européen par exemple, la garantie d'une sécurité sociale dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une garantie sur l'harmonisation écologique, notamment avec une planification écologique pour sortir des énergies fossiles à l'échelle de l'Europe. Ça nécessite un plan d'investissement de 500 milliards en Europe. Et ça nécessitera donc une harmonisation aussi fiscale, puisqu'il faut récupérer l'argent de la fraude fiscale. 800 milliards, comme le chiffrait récemment l'Humanité, plus de 800 milliards d'euros qui partent en fumée dans les paradis fiscaux et qui échappent à l'Union européenne. Avec cet argent, si on crée par exemple l'impôt universel, on peut récupérer cet argent. L'impôt universel, j'expliquerai rapidement qu'est-ce que c'est. Vous êtes un citoyen européen installé dans un pays qui n'est pas l'Union européenne. On va regarder combien vous payez d'impôts dans ce pays-là et combien vous auriez dû payer d'impôts dans votre pays d'origine. S'il y a une différence, vous devez payer cette différence à votre pays d'origine. Avec ça, on peut capter des ressources pour financer la transition écologique. Donc voilà, on part sur ce plan A-là, on va au rapport de force, ça n'a jamais été tenté. François Hollande, contrairement à ce qu'il dit, n'a jamais essayé de négocier, Nicolas Sarkozy non plus. La France a un atout, c'est qu'on ne peut pas faire l'Europe sans la France. La France n'est pas la Grèce au niveau de son poids, au niveau du PIB de l'économie européenne. Donc nous avons des atouts pour négocier, et si ça ne fonctionne pas, le plan B sera enclenché. Qu'est-ce que c'est que le plan B ? C'est la désobéissance, d'abord sur des parties de traités, ce qui est possible. Le Royaume-Uni l'avait fait. Il avait désobéi au plafond maximal de temps de travail, qui était de 48 heures par semaine. Au Royaume-Uni, ils voulaient faire travailler encore plus les Anglais dans un sens qui n'est pas le nôtre. Et donc ils ont désobéi. Il ne s'est rien passé, aucune pluie de grenouilles, l'eau de la Tamise ne s'est pas changée en sang. Ils ont continué. Donc on désobéira dans le plan B d'abord à des parties de traités, à des traités complets, mais nous proposerons une alternative, des traités alternatifs avec les gens qui souhaiteront nous suivre, que ce soit en Union européenne actuelle ou de l'autre côté de la Méditerranée, puisque l'Europe doit aussi nouer des collaborations, des coopérations avec l'autre rive de la Méditerranée. Mais donc là, si je comprends bien, donc cette Europe insoumise, elle semble donc faire la guerre véritablement au traité actuel de l'Union européenne. Mais donc vous souhaitez sortir de l'intégralité des traités de libre-échange, etc. Mais donc vous étiez en train d'en parler, sur votre compte Twitter, vous avez retweeté ce tweet qui dit « Lutter contre les 100 milliards d'euros de fraude fiscale qui s'échappent chaque année, c'est interdit par les traités européens. » Et donc il y a la référence aux articles 113, 114 et 115 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Mais quand moi personnellement je vais lire ces textes-là, j'ai pas l'impression qu'il y a écrit explicitement non, les États membres n'ont pas le droit de lutter contre cette fraude fiscale.
On dirait que les compétences que se donne l'Union européenne, c'est un petit peu le corollaire d'une interdiction pour les États membres d'agir. Alors si, ces traités ont un objectif, c'est-à-dire d'une part, mettre comme dogme intangible, vous l'avez dit, le libre-échange, les traités de libre-échange, qu'il faut effectivement contester, qu'il faut dénoncer, notamment le CETA avec le Canada, le TAFTA avec les États-Unis, le GEFTA avec le Japon, qui sont en fait une offensive contre les services publics aussi, puisque dans ces traités, les services publics sont mis en concurrence avec des entreprises privées. C'est d'ailleurs un scandale, et l'Europe le permet, ça par exemple dans le traité, notamment que des entreprises privées saisissent un tribunal d'arbitrage pour contester par exemple à la sécurité sociale le droit de soigner les gens, parce que ça fait concurrence des assurances privées. Et il y a eu des cas comme ça, vous avez Coca qui a attaqué aussi par exemple le Mexique parce qu'ils avaient fait une législation répressive qui limitait la consommation de soda. Ils ont dû payer le Mexique 90 millions de dollars de pénalité. Donc vous avez des mécanismes qui sont encouragés et qui sont mis au rang de dogme par l'Union européenne, et il n'y a pas de volonté au niveau de l'Union européenne de lutter contre la fraude fiscale. Preuve en est, c'est les dernières déclarations de M. Moscovici qui enlève des pays de la liste grise ou de la liste noire des paradis fiscaux. Il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas le Luxembourg, il n'y a pas Malte, alors que ces pays-là participent à cette fraude, à l'optimisation fiscale et plus largement à la fraude fiscale au sein même de l'Union européenne. Ce sont le cheval de Troie au sein de la fraude fiscale au sein même de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de volonté de coordination au niveau européen. Nous proposons, par exemple, qu'on renforce le parquet européen. C'est un problème de volonté politique, de coordination, et c'est un problème de traité aussi, puisque les traités sont flous, les traités n'arment pas la Commission européenne pour lutter contre ce fléau, parce que le dogme, c'est de laisser les capitaux circuler, de laisser le libre-échange s'installer partout, et sans avoir de cadre. Nous proposons par exemple un protectionnisme solidaire aux frontières de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? On regarde le produit d'où il vient. Si ce produit ne respecte pas les normes sociales, celles de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ou ici il est un produit polluant et destructeur pour l'environnement et l'écosystème, on le taxe plus qu'un produit qui serait respectueux des normes de l'OIT et qui serait respectueux de l'environnement. Avec ça, on peut récupérer de l'argent pour financer des relocalisations, des circuits courts. C'est une chose que l'Europe pourrait faire de façon positive. La lutte contre cette fraude et la lutte aussi contre le libre-échange généralisé. Vous savez, actuellement, l'Union européenne, c'est le seul ensemble économique au niveau mondial qui joue à 100% portes ouvertes sur le libre-échange des marchandises. Les États-Unis font du protectionnisme, le Brésil en fait, la Chine en fait, la Russie en fait, tous les pays émergents en font, et nous sommes les seuls à avoir des droits de douane dérisoires aux frontières de l'Union européenne. Ça ne peut pas durer, ce jeu de dupes ne peut pas durer. Autre sujet, pour cette 9e législature, la France Insoumise souhaite lutter contre le premier parti adverse de l'ensemble des candidats aux élections européennes, comme le titrait La Voix du Nord récemment. Je parle bien sûr donc de l'abstention. En 2014, 57% des Européens s'étaient abstenus, un peu moins que le record de 2009, où on relevait 59% environ. Donc ce phénomène s'explique par de multiples facteurs que nous avions déjà abordés dans une autre vidéo Byzance. Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir fait de la lutte contre l'abstention votre cheval de bataille? Mais vous l'avez bien résumé, à l'heure actuelle c'est le premier parti de France, surtout pour les élections européennes. Nos concitoyens ne voient pas la connexion, elle est difficile à établir, qu'il y a entre leur vie quotidienne et l'Union européenne. C'est pour ça que moi, quand je fais mes petites réunions publiques, là, je rentre dans cette question par des objets du quotidien. C'est un peu la journée d'un Européen ou d'une Européenne, si vous voulez. Le matin, vous prenez votre paquet de céréales, vous avez des céréales à l'intérieur, vous pouvez vous dire, il y a un lien avec l'Europe, avec les OGM. Est-ce que ces céréales viennent de traités de libre-échange qui ont permis aux OGM de rentrer dans l'Union européenne? Vous prenez votre transport en commun et votre carte passe-passe, c'est les chemins de fer. Il y a eu les paquets ferroviaires qui ont permis la destruction du chemin de fer public et du fret au niveau du commerce. C'est aussi un rôle que l'Union européenne pourrait jouer, plutôt que de détruire les services publics, les protéger. Vous avez, après, votre journée qui s'avance, vous travaillez, vous voyez que votre salaire n'est pas très haut, vous êtes payé au SMIC, votre voisin en Bulgarie n'en a pas, l'Europe pourrait intervenir pour imposer un salaire minimum dans tous les pays de l'Union européenne. Après, vous avez plein de champs d'action. Vous avez aussi, par exemple, des choses très concrètes qu'on pourrait, la gestion des déchets, du gaspillage. L'Union européenne pourrait intervenir pour mettre des directives pour empêcher le gaspillage des déchets alimentaires. La consigne en verre également. La bouteille de bière que vous buvez, il n'y a plus de consigne en verre parce que des multinationales, des lobbies,
On dit que ça leur coûtait trop cher de remettre la consigne en verre, de recycler le verre, plutôt que de recréer des nouveaux produits et de nouveaux récipients. Vous avez plein de logiques. Dans le sol de votre logement social, l'Europe pourrait intervenir aussi. Si vous avez de l'amiante, par exemple, on pourrait lutter au niveau de l'Union européenne pour que d'ici 2050, par exemple, c'est une proposition que je fais, on puisse désamianter l'intégralité de l'Union européenne. Évaluer la quantité, mutualiser les moyens pour désamianter, ça veut dire créer de nouveaux métiers, de nouveaux professionnels, et puis mutualiser les moyens pour détruire l'amiante, la vitrifier, etc. Voilà dans quel sens l'Europe pourrait se rendre positive en agissant sur les risques sanitaires et sociaux, etc. Ça, c'est du concret. Du matin au soir, vous voyez, il y a un champ d'implication. Justement, vous parlez de la journée d'un Européen, mais je pense que tout Français en se levant pense avant tout à ma journée de Français. Oui. Et vous avez d'ailleurs écrit donc, sur Twitter, je cite, « Le 26 mai, ne laissez pas tomber votre bulletin de vote dans le caniveau, transformez-le en carton rouge à la politique de Macron. » Donc votre principal ennemi, ce ne serait-il pas le président de la République, à défaut de l'abstention ? Nous faisons de cette élection un double vote. C'est un message que nous envoyons effectivement. Notre message est de dire aussi, c'est la première fois depuis l'élection présidentielle que vous allez pouvoir vous exprimer. Donc ne laissez pas votre bulletin tomber dans le caniveau, effectivement, ça veut dire quoi ? Dans les quartiers populaires surtout, où on a des abstentions parfois énormes, à Roubaix vous avez des bureaux de vote où vous avez 80% d'abstention, vous regardez votre abstention dans le bureau de vote quartier populaire, vous regardez dans le centre-ville, vous avez 50 points d'écart. On dit aux gens, ça ne sert à rien d'aller voter, pourquoi les gens qui vivent bien, qui ont des revenus corrects, qui sont même des personnes aisées, iraient voter si ça ne servait à rien d'aller voter. Ces gens-là vont voter. Ces gens-là qui ont du capital intellectuel, le capital économique, vont voter toujours, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc on leur dit, ne laissez pas la voix aux autres. Et faites de cette première élection depuis la présidentielle un référendum anti-Macron, effectivement, contre sa politique, contre la hausse de la CSG, la baisse des APL, contre la répression énorme qui a été mise en place contre le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement populaire et citoyen qui n'a pas eu toujours de réponse satisfaisante à l'heure actuelle. Ne laissez pas votre voix aux autres, mais nous avons aussi des propositions, comme je l'ai détaillé. En fait, notre objectif, c'est de créer un groupe à l'Assemblée, au Parlement européen, comme à l'Assemblée nationale. Un groupe d'opposants, proposants. Nous marchons sur deux jambes. Nous ne sommes pas juste dans l'invective, dans la critique, dans l'agitation, nous sommes aussi dans la proposition. Mais par contre, si la population et les classes populaires ne se mobilisent pas le 26 mai, eh bien, ça laisse un chèque en blanc et le champ libre à M. Macron, puisque vous savez peut-être aussi bien que moi, juste derrière, vous avez la réforme des retraites qui s'annonce. Et ça lui donnera les coups des franches pour dérouler la suite de sa politique. Donc, pour ce faire, vous avez organisé de nombreuses consultations, réunions citoyennes participatives. Vous étiez notamment à Lens le 13 avril dernier avec Leïla Chabi. Mais vous avez aussi mis en place une opération qui, au premier abord, paraît des plus énigmatiques. Je parle des Holovans, c'est comme ça qu'on les prononce. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? Parce qu'on en a beaucoup entendu, on en a entendu parler au début de l'année 2019, et là, après qu'ils aient été interdits dans 5 villes, je crois, différentes, en quoi ça consiste ? Eh bien, les Holovans continuent. Alors, c'est en fait 4 parcours qui sillonnent des villes moyennes. Nous avons fait l'objectif d'aller dans des villes périphériques, donc des villes qui sont autour des grands centres urbains, des villes où effectivement on parle très peu de politique et où les gens se désintéressent de politique. Donc ce sont des camions qui circulent et qui portent chacun des hologrammes de candidats. J'en ai fait un justement sur la question de l'amiante. Voilà. C'est que c'était uniquement Jean-Luc. Non, il y a une vingtaine ou une trentaine d'hologrammes différents qui ont été enregistrés à Paris et qui sillonnent la France. Donc, en fait, je me dédouble un peu. Moi, je parle, il y en a certainement qui circulent. Il y en a d'ailleurs dans le Nord qui passeront en dernière phase de la campagne au mois de mai. Et donc ces camions sont l'occasion de faire un point d'accueil des citoyens, de discussion, de débat. C'est plus une porte d'entrée, si vous voulez, pour créer du débat, de la discussion dans les villes où il ne se passe jamais rien au niveau politique, où on ne parle plus politique et où la résignation s'installe. Donc en même temps, c'est une façon aussi d'être plus proche, puisque ça ne remplace pas non plus, vous l'avez dit, la quarantaine, voire un peu plus maintenant, de réunions publiques qu'on fait hebdomadairement dans toute la France, qui sont des réunions aussi d'un style où on essaye d'être un peu novateur, c'est-à-dire qu'on arrête avec des réunions où les gens sont alignés en rang d'oignon pour écouter un orateur pendant 2 heures. On essaie de mettre les gens par petites tables, de les faire travailler sur des thèmes,
de les faire travailler sur des programmes et de dégager pendant 1 heure des propositions dont on fait nous après la synthèse et on réceptionne après. Donc, justement, pour revenir donc, sur votre déplacement à Lens, comment s'organise donc ce genre d'événement et quels sont les sujets qui attirent le plus de citoyens et futurs électeurs européens? Alors à Lens, nous avions axé la rencontre citoyenne sur les services publics et l'Europe, montrer justement l'implication, les conséquences des politiques de l'Union européenne sur les services publics, notamment la baisse du nombre des chemins de fer avec un tiers des lignes qui ont été fermées depuis 1938. Bon, c'est un fait, et l'Europe a accéléré cette tendance. Et vous avez aussi donc, les services publics et surtout aussi la question du travail, la question du dumping fiscal, du travail détaché, qui a été souvent évoqué à Lens notamment. Donc là, on essaie de trouver des sujets qui sont en concordance avec le bassin de vie. Là, ce sont en fait les militants locaux qui, après une semaine de porte-à-porte, voire plusieurs semaines de porte-à-porte, ont dégagé ces thèmes-là, le thème des services publics et du travail détaché, comme un thème prépondérant dans les intérêts locaux. On fait la même chose à Lille, si vous voulez, on fait le tour de Lille, c'est-à-dire que depuis 11 semaines maintenant, on va chaque semaine dans un quartier différent. On met une caravane, c'est-à-dire une tonnelle avec une table d'information, un samedi. On se projette dans le quartier en porte-à-porte. Toute la semaine qui suit, il y a du porte-à-porte tous les soirs. Et avec ces porte-à-porte, on dégage des thèmes. Par exemple, les réunions ici à Lille, dans des quartiers, c'était souvent les thèmes qui revenaient. Et majoritairement, dans chaque réunion, c'était le logement. Un thème prépondérant. L'écologie aussi. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire, qui est un peu le thème de tous les partis. Oui, qui est un thème que oui, c'est la mode, beaucoup de partis s'en rhabillent depuis. Et vous aussi écoutez, nous, c'est fondamental dans notre engagement, ça a toujours été à la base. C'est peut-être moins évident parce que l'Europe Écologie Les Verts donne parfois un peu l'impression d'être propriétaire de sa marque de l'environnement, mais l'environnement n'est pas une affaire de parti. L'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Et nous, dans notre ADN, c'est une problématique que nous traitons, je vous ai dit, où on ne sépare pas les trois urgences. On ne joue pas l'environnement contre le logement, l'environnement contre le social. On veut régler ensemble, c'est le but de l'avenir en commun, l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence démocratique. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous voulons nous mettre dans la Constitution, et même au niveau européen, porter l'idée de la règle verte. On ne prend pas plus à l'écosystème que ce qu'il peut produire, par exemple. C'est une règle qui devrait guider, on le pense, toutes les politiques publiques au niveau national, mais aussi au niveau européen. Donc vous voyez, on dégage des thèmes, on réfléchit table par table pendant 1 heure, et puis après on fait une synthèse. Chaque table prend la parole pour faire un résumé de ce qui a été dit, et nous on synthétise en essayant de connecter justement les enjeux locaux avec l'Europe. Retisser le lien et retisser la cohérence avec le local et l'Union européenne. Alors une dernière question. Quel est votre avis sur la proposition de Mélenchon d'une taxe kilométrique au sein de l'Union européenne? Est-ce vraiment la solution pour que les entreprises cessent de se délocaliser? C'est pas un peu utopique? Alors, c'est une taxe carbone, effectivement, qui est aussi liée à l'idée du protectionnisme solidaire, de dire on voit aussi quelle est la distance parcourue par un produit. Et plus il parcourt de distance, plus il paiera effectivement cher. C'est une logique, puisque nous avons une volonté aussi, nous, c'est de dire qu'il faut arrêter avec le grand déménagement du monde. 80% de nos marchandises viennent en méga porte-conteneurs qui sont toujours plus démesurés. En même temps, c'est l'époque, alors, c'est la mondialisation, c'est ça le problème justement. C'est que moi, vous savez, je suis professeur tous les ans, on a un chapitre sur la mondialisation et sur les transports maritimes. Tous les ans, soit la CMA-CGM ou Maersk construisent des bateaux toujours plus grands. Je suis obligé de réactualiser à chaque fois mon cours parce que le bateau, il grandit tous les ans. Il faut cesser, il faut qu'on ait la volonté de relocaliser, mais ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes, effectivement. Il faut planifier. Nous, quand on parle de planification écologique, c'est sur 10, 15, 20 ans. Bien sûr, il faut déjà l'argent pour réamorcer la relocalisation, il faut reformer les gens, parce que beaucoup de métiers ont été détruits, beaucoup de bacs professionnels ont été fermés par les gouvernements successifs. Donc il nous faut des nouveaux techniciens, des nouveaux ouvriers qui vont pouvoir retravailler en Europe. Et donc ça passe par effectivement une taxe carbone, une taxe kilométrique sur les produits rentrant dans l'Union européenne, aux frontières de l'Union européenne. Ça passe par un protectionnisme solidaire qui viendront abonder un fonds de relocalisation à l'échelle de l'Union européenne. Mais par contre, là, il faut une stratégie de collaboration et non pas une stratégie de concurrence entre les pays membres de l'Union européenne, comme ça peut être le cas, par exemple, avec l'Allemagne qui a une industrie à défendre et qui le fait aux dépens de ses voisins. Un exemple, dans le Nord, vous avez le site de Vallourec, près de Valenciennes, qui est en concurrence, qui fait les mêmes tubes exactement, le même diamètre, qu'un site allemand du même groupe.
C'est-à-dire qu'on arrivait à un stade où le capitalisme s'auto-cannibalise, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'un groupe, vous avez des sites de production qui se dévorent, et ça n'est pas acceptable. Nous sommes pour l'union des solidarités, une union pour la planification écologique, mais on ne le fera pas sans industrie aussi. Parce qu'il faut des tubes pour faire l'hydrolien, il faut faire pour l'éolien, etc. Et si on fait venir les panneaux solaires de Chine, au niveau du bilan carbone, du bilan climatique, c'est désastreux. Alors qu'on avait en France justement une usine de panneaux solaires qui était délocalisée, les panneaux sont partis en Chine, les brevets aux États-Unis. Et l'Europe devrait justement intervenir pour préserver le savoir-faire des travailleurs européens et l'emploi, justement. Merci beaucoup Julien Poix d'être intervenu chez Byzance. Merci à vous pour l'invitation.